partage avec vous mes résultats de maîtrise, de recherche de maîtrise réalisés sous la direction de Mme Christine Brabant. Donc après, si vous avez des questions, on peut les adresser directement. Alors moi, je m'intéresse aux pratiques de suivi proposées, donc des propositions de suivi de l'apprentissage en famille formulées par des parents éducateurs, donc des parents qui font l'apprentissage en famille ou l'IEF, l'instruction en famille, mais qui privilégient l'approche spécifique, donc le unschooling. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'unschooling? L'unschooling est, à des fins légales, une forme d'apprentissage en famille. En gros, les parents scolaires n'établissent pas de programme d'études pour leurs enfants, n'obligent pas leurs enfants à effectuer des tâches particulières à des fins éducatives, ne testent pas leurs enfants pour mesurer leur progrès. Par contre, ils offrent un environnement favorable à l'épanouissement personnel, académique et social. Donc, on est vraiment loin de l'école et on est loin de la forme scolaire. Alors, je veux vraiment vous inviter à sortir complètement de cet univers-là. Dans la littérature, on trouve plusieurs manières de parler du unschooling. Donc, on a Organic Education, Open Source Education. Au Québec, récemment, on entend apprentissage naturel en famille. Il y a d'autres appellations que je n'ai pas citées ici. Les apprentissages réalisés en mode unschooling sont souvent reconnus pour être de type informel. Donc, quelques caractéristiques de ces apprentissages réalisés dans un contexte où apprendre n'est pas un objectif nécessairement. Ce sont des apprentissages activés par l'apprenant, contextualisés, expérientiels, souvent collaboratifs. Alors, la problématique ici, c'est que le suivi de l'apprentissage en famille est documenté. Plusieurs études se sont penchées sur la question. Il y a des problématiques relatives au suivi. Plusieurs familles décident de ne pas interagir avec aucune autorité gouvernementale, législative de suivi, parce que le suivi n'est pas adapté à leur réalité. Alors, parmi ces problématiques, on a par exemple une approche de suivi qui est autoritaire, menaçante, la présomption que la famille doit reproduire le modèle de l'école à la maison. Souvent, la littérature nous dit que les attentes envers les enfants qui apprennent en famille sont beaucoup plus élevées que ce qu'on attend d'un enfant qui est à l'école, par exemple. Un manque de formation des intervenants à cette réalité et bien sûr l'évaluation qui pose toujours un grand problème. Donc ça, c'est l'AEF, l'apprentissage en famille en général. Les études ne font pas de distinction spécifique pour les homeschoolers ou ceux qui ne le sont pas, mais on peut imaginer que ça s'applique totalement à la réalité du homeschooling. Il y a des propositions de suivi qui ont été émises par exemple, le Protecteur du citoyen, qui est un organisme gouvernemental. Une des propositions, c'est l'importance de former les intervenants à cette réalité. Des études universitaires comme celle de Mme Brabant, celle de Marie Dumont, qui portaient sur des propositions de suivi. Mme Brabant a réuni des chercheurs, des experts de terrain, des gens qui sont mandatés pour le suivi et des parents éducateurs autour d'une table pour essayer de formuler une proposition de suivi. Marie Dumont a exploré l'idée d'inclure les associations de parents, des groupes de soutien dans le suivi des apprentissages. Donc, il y a des études au Québec qui proposent, donc qui formulent des propositions de suivi qui nous permettent d'explorer ça. Et encore une fois, pas spécifique pour unschooling. La CAED, qui est l'Association québécoise de l'éducation à domicile, a émis le guide de la bonne entente avec plusieurs recommandations. Et la CAED a toujours en tête vraiment la réalité des unschoolers, souvent dans leurs écrits, dans leurs publications. Et finalement, tout le milieu informatif, le REPAC, le réseau des écoles alternatives, offre des pistes de réflexion quant au suivi des apprentissages informels. Quand on explore ça, n'émettent pas des propositions pour l'unschooling, mais on peut regarder ça pour avoir vraiment une source d'inspiration. Mais tout ceci, encore une fois, rien de spécifique au contexte des unschoolers. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de parents décident de ne pas interagir, de ne pas être, disons, soumis au suivi. Et souvent, ça peut être problématique. On peut avoir vraiment des enfants qui bénéficieraient d'un soutien, mais qui sont en situation de vulnérabilité, mais parce que le suivi n'est pas adapté à leur réalité, il n'y a pas de suivi, donc c'est vraiment dommage. D'où l'importance d'aller chercher qu'est-ce qui vraiment serait respectueux des valeurs pédagogiques de ces familles et donc de susciter une adhésion. Alors, ma question générale de recherche, c'est quel suivi sera adapté au contexte spécifique de l'unschooling? Pour ce faire, j'ai eu la chance de rencontrer 25 parents répartis sur 3 villes différentes au Québec. Donc, j'ai rencontré un groupe à Sherbrooke, 2 à Montréal et 1 à
enfants, pour vos enfants plutôt. Et donc ça a donné lieu à 4 comptes rendus. J'ai essayé de faire le ménage un peu dans tout ce qui a été dit. J'ai soumis les comptes rendus aux participants et je leur ai demandé de valider. J'ai des demandes d'ajout, de modifications, etc. Et c'est en réenvoyant après les modifications que j'ai reçu les 25 validations de mes comptes rendus. Et c'est ma base de mon analyse. Donc mon analyse m'a permis d'arriver à une proposition globale de suivi adapté au contexte du homeschooling. Et cette proposition, j'ai essayé de, disons, la passer dans un filtre. Enfin, je me posais la question, je me disais, mais est-ce que cette proposition est respectueuse du droit de l'enfant à une éducation de qualité? Parce que c'est important de se dire, oui, c'est beau, l'homeschooling est très, très... c'est-à-dire, quand on s'y intéresse, vraiment, il y a de très belles valeurs, c'était très intéressant. Est-ce que cette proposition de suivi pour un intervenant ou pour un État qui déciderait de l'appliquer lui permettrait de dire oui, cet enfant vit une expérience éducative de qualité. Donc c'est ça mon souci. Alors je me suis tournée vers les textes de droit international sur l'éducation, notamment les textes de l'ONU. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, c'est mon cadre conceptuel. Alors en lisant plusieurs textes sur le droit à l'éducation de qualité, je suis tombée sur les critères de la qualité de l'éducation et les dimensions d'une éducation de qualité. En lisant et en relisant plusieurs fois ces critères et dimensions, j'ai vu qu'il y avait une certaine correspondance entre les termes. Par exemple, dans les critères, on a accessibilité, dans les dimensions, on a un libre accès au système de formation. Quand on lit la description des deux, on voit que c'est vraiment très, très ressemblant. Alors, je me suis dit, je vais les réunir et j'ai créé ce que j'ai appelé les composantes du droit de l'enfant à une éducation de qualité, qui sont au nombre de 5. Alors, j'ai vraiment repris ce que l'ONU disait, mais au lieu que ça soit séparé critères, dimensions, mais ce sont des composantes. Il y a des indicateurs pour chacune de ces composantes. Donc ça, c'est vraiment pour bien se situer, un gouvernement, disons, qui veut évaluer l'état des lieux en termes d'éducation dans son pays, devrait se poser ces questions-là. Est-ce que dans toutes les écoles, il y a l'accessibilité pour tous? C'est-à-dire que tout le monde, peu importe son état physique, son lieu géographique, ses intérêts pédagogiques, est capable d'accéder à l'éducation qu'il souhaite et auquel il a droit. Et donc, ces indicateurs étaient un peu vraiment orientés vers une législation. Par exemple, ici, dans dotation suffisante, on parle d'un environnement propice à l'apprentissage, accès à l'eau potable, toilette. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on cherche quand on évalue une famille homeschooler. Est-ce que vous avez accès à une toilette? J'imagine que oui. On l'espère. Donc, j'ai dû adapter quand même ces indicateurs-là pour le contexte vraiment particulier du suivi de familles homeschooler. Alors ici, j'ai changé pour hygiène de vie, bienveillance parentale, respect, etc. Une autre adaptation pour acceptabilité. L'enseignement vise à répondre aux finalités fondamentales de l'éducation. Un changement de terme qui paraît banal, mais très important pour les homeschoolers. Au lieu d'enseignement, on parle d'expérience éducative qui vise à répondre aux finalités fondamentales de l'éducation parce que les homeschoolers insistent sur le fait qu'ils n'enseignent pas nécessairement à leurs enfants, à moins que les enfants le demandent de manière explicite. Pour certaines composantes, comme le droit de participation et de responsabilité reconnu à l'apprenant, il n'y a pas eu d'adaptation à faire. L'éduqué est acteur de sa propre éducation, l'éduqué est au centre de l'acte pédagogique, ça reste la même chose. Alors, pour la proposition globale de suivi, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, dans toutes mes entrevues, les parents homeschoolers disaient, pour nous, le suivi, c'est pas le suivi, c'est faire confiance aux familles. C'était quelque chose qu'ils ne souhaitaient pas. Mais comme on avait 3 heures d'entrevue, il fallait élaborer un peu plus sur la question. Et donc, ils ont dit, on est capable d'ouvrir un peu plus tant que nos valeurs pédagogiques ne sont pas sacrifiées. Alors oui, on est capable de dire, un suivi, ça se rapporterait sur une appréciation, pas de l'enfant, pas du progrès de l'enfant nécessairement, à moins que l'enfant le souhaite encore une fois, mais de l'expérience éducative. Ça, le gouvernement, oui, doit s'assurer que l'expérience éducative est respectueuse du droit de l'enfant. Et donc, comment accéder à cette expérience éducative si l'enfant ne fait pas d'examen, n'est pas soumis à rien, même l'entrevue, selon les parents scolaires, l'enfant n'est pas obligé d'y assister. Et donc, c'est en passant par l'environnement et le parcours de l'enfant. Toujours, est-ce que l'enfant a accès à des ressources matérielles, physiques? Est-ce que les gens autour de lui, ce sont des personnes inspirantes, des mentors, etc. Et le parcours, tout ce que l'enfant a fait
du moment que le suivi commence, avant, c'est correct. Parce que là, on ne va pas demander à la famille et à l'enfant de planifier quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, les parents scolaires sont contre le fait de décider qu'est-ce que l'enfant va apprendre. Donc, oui, je peux te parler de ce qu'on a fait l'année dernière, mais je ne peux pas te dire quel est le projet de mon enfant demain ou la semaine prochaine. Et comment ça se fait concrètement? Il y a des mesures pratiques de suivi que les participants ont mentionnées. J'ai mis la palette de couleurs pour dire, parce qu'en fait, ils ont nommé la visite à domicile, la discussion organique, le portfolio. Ça peut-être, ça éveille des... en tout cas, ça réfère à certaines choses que vous connaissez. Alors, je les détaille dans mon mémoire, bien sûr. Mais pourquoi la palette? Parce que les parents insistaient toujours pour dire que ça doit toujours être optionnel, rien d'imposé. Tout à l'heure, on parlait de clés en main, dont on doit éviter, sortir un peu de « je donne des outils, puis tu les utilises, puis il n'y a que ça ». Parce qu'en fait, ce qu'il faut privilégier, c'est d'avoir le plus possible d'outils. Comme ça, on a beaucoup plus de chances de s'adapter à la situation, compte tenu de quel genre de parents j'ai devant moi. Un exemple, c'est le portfolio, par exemple. On pense que c'est très accepté par tout le monde. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit le portfolio, notamment celui où il faut mettre des photos, etc. Je suis contre totalement parce que le moment où je sors l'appareil photo, la magie du moment disparaît. L'appareil photo vient gâcher tous les apprentissages de mon enfant, donc j'ai décidé, je suis convaincue et décidé que l'appareil photo doit rester à l'écart dans tout ça. Bref, donc c'est important. Alors cette famille-là disait, moi le portfolio ne me convient pas, mais elle, à côté, c'est une photographe professionnelle, elle fait ça tout le temps, et ça pourrait lui convenir. Alors c'est d'avoir une palette, et parmi laquelle l'intervenant peut choisir. J'ai aussi constaté qu'il y avait des orientations différentes du suivi. Alors certaines familles disaient le suivi passe, en fait le but du suivi c'est de s'assurer que l'enfant, là on est au bas de la pyramide, n'est pas négligé éducativement. Ça se fait de manière assez rapide, une fois par année, une fois par 2 ans. Une fois que vous êtes sûr que l'enfant n'est pas négligé, là c'est bon, vous pouvez le suivi considérer comme suffisant. D'autres parents ont parlé d'un suivi de type accompagnement. Alors pour l'illustrer, ils ont parlé du suivi sage-femme. Où l'intervenant agit vraiment comme un trait d'union entre le milieu scolaire, ou le milieu de l'éducation plutôt, et la famille, un peu comme la sage-femme qui est un trait d'union entre le milieu hospitalier et la famille. La sage-femme va parler de ce qui existe, dire les ressources, écouter les besoins du couple, etc. et proposer des choses. Et le couple a la liberté d'y recourir ou pas. Bref, ils auront fait un choix éclairé. Alors c'est ce que les parents, disons, privilégient. On peut m'offrir et me présenter toutes sortes de ressources, mais c'est à moi, comme parent, ensuite de voir si je veux y recourir. Et finalement, l'évaluation qualitative, quelques parents ont mentionné que l'évaluation qualitative était possible, mais surtout, pourquoi ils vont dans ce sens, c'est pour faciliter le travail de l'intervenant. C'est juste parce que l'intervenant est à l'aise d'évaluer en fonction de certaines normes d'un programme scolaire, etc., mais qu'il souhaitait de manière générale qu'on leur demande est-ce qu'on veut voir le résultat d'évaluation ou pas. Ces parents disaient en général on voudrait ne pas les voir parce que voir toute cette analyse des progrès de mon enfant viendrait un peu perturber ma perception, enfin le naturel et l'authenticité lors des apprentissages. Alors là, j'ai essayé de soumettre ces orientations du suivi dans le filtre des composants. On ne parlerait pas du dépistage et de l'évaluation qualitative parce que ça serait trop long. J'ai décidé d'aller vers l'accompagnement. Donc, j'ai vraiment essayé de voir dans cette orientation de suivi. Alors, concrètement, l'intervenant rencontrerait la famille une ou plusieurs fois par année, poserait des questions, utiliserait les mesures concrètes de suivi comme le portfolio, la discussion organique, bref, ceux que j'ai nommés. Et donc, est-ce que c'est possible, avec ces mesures concrètes de suivi, de s'assurer que les 5 composantes qu'on a vues tout à l'heure étaient respectées? Est-ce qu'il y a une accessibilité? Est-ce que l'éducation est adaptée? Est-ce que l'éducation qui est donnée est acceptable? Est-ce que c'est possible, juste en parlant avec le parent et en regardant le portfolio et le parcours de l'enfant, de s'assurer de toutes ces composantes? Oui, normalement, je pense que c'est faisable. Surtout si vraiment le suivi est fait de manière respectueuse de la famille, où est-ce qu'il y a vraiment un dialogue, où est-ce qu'on n'essaye pas de changer la manière d'être de la famille, où le moindre problème nous amènerait à dire avez-vous considéré l'école? Ça, la famille disait souvent ça, et nous, on ne veut pas que la première option, le premier obstacle, tout de suite notre regard est tourné vers on retourne à l'école.
Et en plus, cette mesure, contrairement au dépistage, cette orientation, contrairement au dépistage à la négligence éducative, permet un enrichissement. Parce que là, l'intervenant va rebondir sur les questions du parent. Moi, j'habite en ville, mais mon enfant aime la nature. Est-ce que vous connaissez une liste de parcs, de boisés, de jardins, etc. Des fois, les parents disaient, nous, mon enfant veut faire du bénévolat, mais on lui refuse le bénévolat parce qu'il n'a pas l'assurance, il n'est pas dans une école, donc il n'a pas les assurances nécessaires pour faire ce genre d'activité. Et donc, ce serait à l'intervenant de faciliter l'accès à ces opportunités d'apprentissage, et donc d'où l'enrichissement de l'expérience éducative. Alors, en conclusion, ce qui est intéressant, ce que je remarque dans tout ça, c'est qu'il y a comme un changement de perspective en évaluation. Moi, je viens du milieu de l'enseignement, du milieu de l'éducation. J'ai enseigné dans 5 écoles à Montréal. Et en général, quand on parle d'évaluation, on parle de l'enfant qui est au point A et qui arrive au point B. Et s'il y a un problème, on va toujours regarder l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? Qu'est-ce qu'on peut changer pour que l'enfant progresse différemment? Les unschooler nous disent peut-être que ce n'est pas l'enfant qu'on devrait regarder, mais l'offre éducative autour de l'enfant, l'expérience éducative de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut changer autour de lui qui pourrait bonifier l'expérience éducative de cet enfant? L'autre élément, c'est nos modes d'évaluation. Dans le milieu alternatif, j'entends souvent qu'il faut qu'on diversifie nos modes d'évaluation pour qu'on soit plus adapté à l'enfant. Mais il faut aussi savoir que les familles se diversifient. Les approches pédagogiques au sein des familles, même d'une même école, sont très différentes. Donc, c'est important, comme n'importe quel établissement scolaire, là, je rentre dans l'école, je suis sortie, mais je suis dedans, je me dis, il faudrait que tous les gens du milieu soient vraiment ouverts au fait qu'il y a différentes manières d'évaluer un enfant et d'avoir, encore une fois, cette palette dans laquelle on peut venir trouver différents outils et qui conviendraient à chaque fois à la situation. Donc, être plus inclusif. Et finalement, cette composante qu'on entend souvent, que l'enfant doit être acteur de son éducation, donc droit de responsabilité et de participation reconnu à l'apprenant. Quand on lit les textes de l'ONU, c'est très très beau et très inspirant de voir à quel point ce droit-là est donné à l'enfant dès son très 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 jeune âge. Mais je me pose la question jusqu'à quel point on respecte ce droit-là, même dans le milieu alternatif. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de discussions sur, je rebondis sur ce que l'enfant dit, par exemple, il a un intérêt, et là, je vais tricoter autour et je vais essayer de trouver, c'est très très bien, je pense que c'est le rôle des gens qui travaillent avec les enfants de faire ça, mais c'est souvent, si on regarde attentivement, on planifie beaucoup pour nos enfants, et à la limite, si j'ose dire, on impose beaucoup de choses aux enfants. Donc, c'est comme peut-être de se re-questionner, de se dire, jusqu'à quel point je respecte ce droit-là? C'est important, comme on disait ce matin, que quand le REPAC se réunit pour se poser des questions, mais c'est ce genre de questions, je pense, qu'on doit vraiment avoir. Est-ce que réellement, on respecte ce droit? Et peut-être on le respecte, mais jusqu'à un certain point, est-ce qu'on peut tirer l'élastique encore plus pour vraiment respecter ce droit fondamental à l'enfant? Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention.